Bienvenue au Au Grand revoir. Café Napoléon. Petit café volontiers. Paul Jacob, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes député de Haute-Corse, vous êtes président de l'exécutif depuis 2010 et vous conduisez aujourd'hui la liste Prima Corsica, la liste qui porte le bilan de cette mandature, au cours de laquelle des votes importants sont intervenus en matière institutionnelle, mais pas seulement, puisqu'on a voté, rappelons-le, le PADUC pendant cette mandature, à la fin de cette mandature. Vous portez le bilan de cette majorité qui était une majorité de gauche. Cette majorité de gauche est aujourd'hui dispersée. Pourquoi ne pas avoir cherché l'union à tout prix de cette famille-là? Bon, parce que tout simplement, d'abord, elle était tout aussi dispersée, et même un peu plus la fois dernière. En 2010, il y avait 4 listes, cette fois-ci, il y en a 5, mais c'est le même degré de dispersion. En revanche, la différence, c'est que sur le plan de la représentativité, disons, notre liste réunit beaucoup de gens qui étaient sur d'autres listes. Par exemple, Maria Giugel, Paul-Marie Barthes, Antoine Orsine, qui étaient tous sur d'autres listes. Et par conséquent, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais néanmoins, je pense que la dispersion n'est pas plus grande à gauche qu'elle n'est à droite ou qu'elle n'est dans la famille nationaliste. En situation électorale aujourd'hui, est-ce que ces listes qui aujourd'hui sont concurrentes à gauche ne fragilisent pas votre collectif? Elle ne fragilise pas plus que précédemment. Je dirais même un peu plus précédemment, puisque les autres listes avaient des scores, qui ont obtenu des scores beaucoup plus importants que ne feront vraisemblablement ces listes. Donc c'est pas. Pour l'Observatoire, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on pourrait se dire que la mayonnaise n'avait pas pris pendant 5 ans, qu'il n'y avait pas un collectif uni autour de vous? La mayonnaise, c'est ceux qui travaillent un peu moins, ceux qui parlent et ceux qui bossent. Donc voilà, ça s'est fait aussi beaucoup comme ça. Et il ne suffit pas d'avoir des paroles, il faut aussi être un peu actif au quotidien. Les combines électorales, c'est pas du tout le genre de la maison. On a une mandature qui a travaillé essentiellement. Donc vous avez aussi pratiqué une ouverture à droite aujourd'hui dans votre liste plus à gauche. J'ai toujours. Et avec toutes les forces. De tout le temps. De tout le temps. Vous pensez que votre électorat va vous suivre Écoutez, l'électorat, il a toujours suivi. L'électorat, il est pour le rassemblement. Il n'est pas pour la division. Donc ma liste est beaucoup plus rassembleuse, beaucoup plus forte qu'elle n'était en 2010. D'ailleurs, ça se voit sur le terrain. En 2010, on avait le sentiment de représenter un courant limité. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment de représenter d'abord géographiquement la Corse, complètement. Vraiment complètement. Et deuxièmement, de représenter politiquement, en tout cas, une certaine vision de la Corse. Un peu moins sur Ajaccio et Bastia, où vous êtes un peu moins présent Un peu moins sur Ajaccio et Bastia, vous verrez le résultat sur Ajaccio et Bastia. En tout cas, il sera bien meilleur que la dernière fois. Et incontestablement, on est beaucoup plus représentatif que la dernière fois. Le fait que ces deux villes aient été perdues entre-temps par la gauche, c'est pas un handicap? Attendez, ça dépend, elles ont été perdues par la gauche. Oui, n'empêche que les résultats que l'on fera à Ajaccio et Bastia sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a fait il y a 5 ans. Ça, je peux le garantir sans risque de me tromper. Quand je dis beaucoup plus important, c'est plutôt de l'ordre du double, voire un peu plus qu'autre chose. Alors vos détracteurs ne sont pas tendres avec le bilan, mais ça on a suffisamment parlé. Mais il y a aussi des mots assez durs sur votre gouvernance. On parle de clientélisme. Alors attendez, les dictateurs ne sont pas tendres, mais c'est quand même très curieux, parce que la plupart du temps, les gens ont voté. Alors tout à l'heure, il y a eu un débat sur Viastel, et on est critique sur les ordures ménagères. Du plan interdépartemental des ordures ménagères, sauf que tout le monde l'a voté. On est critique en disant qu'il faut une nouvelle vision de l'économie et de la société, sauf que tous les gens qui critiquent, en tout cas une grande partie d'entre eux, ont voté pour le PADUC, c'est-à-dire pour une vision très forte, avec des choix très clairs. Et même Camille de Rocazère, qui dit que le PADUC est très mauvais, qu'il est mortifère, qu'il est anti-économique, etc., indique dans le même temps qu'il va le conserver. C'est-à-dire qu'il ne va pas le modifier, ou alors il espère créer une vision économique. Donc il y a un peu de paradoxe à trouver un contraste entre une mandature qui était extrêmement rassembleuse finalement, où jamais dans l'histoire de la Corse on a eu de telles majorités pour des choses absolument fondamentales, avec des choix tranchés. Ce ne sont pas des questions de consensus mou, ce sont des choix tranchés qui ont quand même apporté l'adhésion, et puis une campagne électorale où chacun batifole et essaye de tirer son épingle du jeu en critiquant tout, y compris ce que l'on a approuvé. Nous n'étions que 24. Nous étions 24 sur 51, et en réalité, sur les grands sujets, on était 20 sur 51. On a réuni des majorités à 40. On voit bien qu'il y a une gêne
quelque part, c'est d'où l'inanité des programmes d'un certain nombre de listes, la faiblesse. Enfin, à part des mots en l'air, Gilles Simone me dit il faut augmenter la recherche. Oui, mais on a obtenu 39 postes à l'université, on a obtenu un contrat de plan beaucoup plus favorable à la recherche, on a obtenu également la continuité des crédits parce qu'on a fait l'avance. Mais à votre place, comment choisir entre le bilan et le projet en fait? Aujourd'hui, dans votre position. On est dans un moment très particulier. D'abord, on ouvre sur une mandature de 2 ans. Une mandature de 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place sérieuse à beaucoup de projets nouveaux. Le budget 2016, ce sera le budget que nous avons préparé, quoi qu'il arrive. Bon, on ne peut pas faire autrement, d'ailleurs, tout est contraint, etc. Donc le budget, il est prêt, les arbitrages sont quasiment... mandature de transition, disait-on. Non, pas tout à fait. Deuxièmement, mandature de 2 ans. Deuxièmement, ils sont tous mignons, mais ils disent on va penser au transport. Mais excusez-moi, on ne va pas penser au transport. La DSP aérienne, elle démarre pour 4 ans le 1er avril 2016. Donc on ne va pas penser à la changer. C'est absurde. La DSP maritime, elle a été acceptée par l'Union européenne. Elle fait l'objet d'une première publication. Il y a un calendrier arrêté avec l'Union européenne. On ne va pas changer les choses. Là, les trains, il y a un programme de travaux sur les trains. Il y a des objectifs choisis, acceptés par tout le monde en plus. Il y a une nouvelle société d'économie qui fonctionne assez bien quand même, je crois, en tout cas bien mieux que la précédente. 2 fois plus de passagers, 2 millions d'euros de moins de coûts pour la CTC. Donc je prends ces exemples-là. Il y a un programme routier, on ne va pas revenir dessus. Il y a un programme des ports et aéroports, on ne va pas revenir dessus, etc., etc., etc. Quant au grand débat, ils n'ont plus leur place. Excusez-moi, on a débattu de tout et on a arrêté des positions sur tout. Par conséquent, on va travailler sur quoi? On va travailler sur la collectivité unique, parce qu'il faut effectivement la mettre en œuvre, dans le fondement de la délibération de l'Assemblée de Corse, on ne va pas revenir là-dessus, et on a obtenu de la co-rédiger, l'ordonnance, avec l'État. Donc on va continuer à le faire. S'agissant du reste, il y a l'inscription de la Corse dans la Constitution, on ne va pas revenir sur le sujet. En tout cas, moi, je n'y reviendrai pas. Il y a des gens qui vous expliquent qu'il faudrait, ce serait bien que, etc. etc. Mais adapter notre fiscalité, sauver notre langue et préserver notre terre, on n'y reviendra pas. On y reviendra très difficilement. Alors, Camille n'est pas pour le statut de résident, alors un autre... Mais, vous savez, on ne s'évadera pas de cela. Ça n'empêche que cette mandature, elle va aussi bénéficier du fait que nous arrivons là avec des moyens considérables. Ils sont tous à pleurer sur la Corse. Mais une fois débarrassé l'empreinte toxique de la mandature précédente, à un coût de 100 millions, c'est vrai, mais une fois débarrassé l'empreinte toxique de la mandature précédente, une fois équilibré les comptes jusqu'à obtenir 100 millions d'euros d'excédent de la section de fonctionnement. 100 millions d'euros de la section de fonctionnement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus de la moitié de nos investissements. Une fois négocié et obtenu un PUI au même niveau, des fonds européens au même niveau, période de crise, c'est incroyable. Une fois obtenu une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire le moyen de disposer pour la transition énergétique de la Corse de 3 milliards d'euros en 8 ans, un contrat de plan, que tout le monde a voté à l'unanimité d'ailleurs au passage, qu'est-ce que vous voulez obtenir de plus? D'abord, vous n'obtiendrez rien, ni de l'État, ni de l'Europe, dans des circonstances économiques pareilles, mais surtout, on a ces moyens-là. Et en particulier la PPE, parce que bien qu'on crée des emplois, parce qu'on entend tout dans les débats. On veut des services publics en zone rurale, on veut plein de choses. C'est follement sympathique, mais on a des milliards d'euros de travaux programmés sur les prochaines années. Il faut obtenir une contrepartie en termes d'emploi. Et c'est pas en créant... Mais au-delà de ce bilan, finalement, comment... Et c'est pas en créant, excusez-moi, je termine, et c'est pas en créant un nouveau contrat de travail saisonnier, de CDI saisonnier, qui existe déjà dans le Code du travail, d'ailleurs. Là, on est dans le niveau de la proposition de loi de Camille de Rocas. Oui, mais d'accord, c'est très sympathique. Simplement, ça existe. Donc, ça existe, il faut simplement un accord de branche ou d'entreprise pour le mettre en œuvre. Bon, après, on peut en parler à l'infini. C'est pas la peine de se fatiguer. Mais pour en revenir à la politique, effectivement, on parlait de ce hiatus entre le bilan et le projet, parce qu'à votre place, vous avez une mandature à défendre, et vous vous projetez également sur 2 ans, voire plus. On se projette sur 2 ans, on se projette sur la continuité. Évidemment. Après, nous serons dans un autre monde. Après, il y aura une collectivité, ce sera un autre débat. Et là, ce sera une mandature plus longue. Mais pour en revenir à la on verra. politique, comment aussi, à la place qui est la vôtre, gérez-vous les affaires, notamment votre mise en examen, qui vous ont rattrapé en pleine campagne électorale, ou du moins à l'aube de celle-ci? Ma mise en examen au moment de la campagne électorale, on sait bien que c'est une affaire très circonstancielle. Enfin, il faut être extrêmement clair. Une campagne médiatique pendant 5 ans, pour une affaire totalement mineure, une instruction qui a conduit pendant 5 ans
à ne rien relever. Les choses sont allées, et puis tout d'un coup, on se met à dire, après tout, il se pourrait que, avec un peu d'imagination, M. Jacobi ait monté un système destiné à donner à quelques personnes des choses auxquelles il n'aurait pas eu droit. Très franchement, ça fait pchit devant n'importe quelle juridiction. Donc ça arrive à ce moment-là. Bon, écoutez, dans ce domaine-là, je dois dire que c'est universel en France. Bon, mais ce n'est pas une excuse. Moi, je n'ai rien à craindre de cela. Simplement, ça s'est fait dans un cadre médiatique relativement coordonné. Ce n'est pas la faute des journalistes. Hein. C'est vraiment une campagne de fond qui a été organisée. Et la presse est en Vous voulez dire que le calendrier passive. Judiciaire a suivi le calendrier électoral? C'est quand même assez... Vous avez été déstabilisé, c'est ce que vous dites? Non, je n'ai pas été déstabilisé. Écoutez, quand je vais sur le terrain, quand je vois les gens... tout le monde comprend ce que c'est, même à Paris. Je veux dire, mes collègues députés de gauche, de droite et du centre savent bien ce qu'il en est. Alors, voilà, cela étant, on est à la disposition de la justice veut examiner et aller au fond des choses. Ça n'est pas un problème pour moi. Au contraire, je n'ai rien à me reprocher. Par conséquent, elle doit aller. On en a trop parlé, il faut qu'elle aille au fond des choses, de manière à ce que les choses soient rétablies dans cette affaire microscopique, mais malgré tout, qui doit être traité à fond. Si on revient au projet, puisque c'est la deuxième partie de l'émission, vous parlez beaucoup de la programmation énergétique et de ces 3 milliards de... C'est vrai, c'est que le pays. Non, mais c'est véritablement la manne qui va permettre, dans les années qui viennent, d'inverser la tendance sur certains sujets. Bon, il y a les 8000 chômeurs en plus, les entreprises en... Je donne ça comme exemple. Oui. Simplement, il se trouve que c'est un exemple considérable. Bon. Qu'est-ce que je constate sur la mandature passée? Et j'en assume une partie de responsabilité. On a par exemple dépensé un peu moins d'1 milliard d'euros pour l'investissement public en Corse par la CTC. Alors, un tel, Camille, pour ne pas le citer, me dit, vous avez dépensé 55 millions d'euros d'investissement de moins sur la mandature. Ça fait de l'ordre de 5 ou 6% de moins. Et effectivement, j'ai fait baisser les prix. C'est-à-dire qu'on a fait les mêmes investissements pour moins cher. Donc, passage. Et puis on n'aurait pas eu l'accident du tunnel de Propriane, je crois qu'on serait à peu près quitte. Donc peu importe. Donc on nous reproche une baisse d'investissement qui n'a pas existé. 1 milliard. Avec la CTC qui devra indemniser, j'imagine, les travaux. Quels travaux? Le retard sur les travaux. Ça, c'est un débat qui aura lieu devant une cour arbitrale ou une cour juridictionnelle. On verra. Pour le moment, il y a une discussion, mais qui est très loin d'être aboutie, bien entendu, et qui sera certainement confiée à un tiers indépendant. Mais on a obtenu quoi en matière d'emploi? Il y a quand même eu 2000 emplois détachés, c'est-à-dire notamment de gens venant de pays de l'Est, etc. Et ça ne va pas. Bon, sur la PPE, comme sur les travaux que l'on va continuer à faire, il faut être plus exigeant. Sur la PPE, c'est 3 milliards d'euros sur 8 ans. Ça veut dire que tous les travaux ne seront pas faits par les entreprises corses, bien entendu. Mais il va falloir s'immiscer dans ces mécanismes, pour autant qu'on le puisse, pour autant qu'on respecte, s'il s'agit de maîtrise d'ouvrage public, le code des marchés. Mais il faut aller au maximum là-dessus, de telle sorte qu'on arrive à ce que c'est un effet emploi conséquent. Sur la mandature, quand même, lorsque j'ai fait en sorte... Est-ce qu'on a une vision déjà des filières qui pourraient... on le sait parfaitement. On sait à peu près le canevas de l'énergie, mais... Le canevas de l'énergie... On ne sait pas encore comment on va mobiliser. Derrière, en termes d'emploi. Alors il y a 3 catégories de travaux. Il y a ce qui concerne les énergies renouvelables. Ça, c'est un champ sur lequel la Corse n'est pas totalement préparée, mais quand même très avancée, parce qu'elle a fait de la recherche, parce qu'il y a des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui existent. Enfin, il va falloir booster les choses. Deuxièmement, vous avez l'amener du gaz et la conversion de l'usine du Vadj au gaz et au fioul léger, mais au gaz. Bien. Et puis il y a le projet Cyrénie. Donc on voit dans ce type de travaux ce qui peut être fait localement et ce qui peut être fait. On ne va pas produire ici en Corse des moteurs de centrales électriques, c'est une évidence. En revanche, faire passer une canalisation de gaz sur une distance considérable, c'est parfaitement accessible à d'excellentes entreprises qui sont en Corse. Juste sur le projet, toujours 2 questions avec des réponses courtes, je vous demande pour aborder la 3e partie. Qu'est-ce que la collectivité unique, est-ce que c'est un nouveau centralisme local? On a entendu futur roi de Corse et autres. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. Il faut vraiment, dans cette mandature, on s'efforce de trouver un équilibre des contrepoids. Alors les équilibres des contrepoids, ils sont politiques. Il faut créer une représentation des territoires d'une manière ou d'une autre. 2,
Ça doit être en termes d'implantation des services publics, c'est-à-dire qu'on doit respecter l'équilibre Bastia-Ajaccio. On peut aussi imaginer les services publics en milieu rural, mais vous savez, c'est un peu plus compliqué pour une collectivité de cette nature départementale ou autre. Je l'avais fait d'ailleurs pour le département de Haute-Corse, qui a des services décentralisés sur différents points du territoire. Et puis, il faut que ça se fasse dans un dialogue profond, réel, avec les personnels. Et d'autant plus rassurant pour les personnels qu'on aura fait un organigramme précis et des emplacements précis. Donc ils sauront quelle mutation géographique extrêmement minime ça peut entraîner. Mais le mieux, c'est plutôt que de leur dire il y aura très peu de mutations géographiques, c'est plutôt de leur démontrer effectivement en faisant un organigramme détaillé. Parce que c'est un monstre social, les 4500 salariés. Oui, c'est un monstre social, mais c'est pas. D'abord, les monstres, il y en a très importants. Enfin, on trouve dans voire un machin, pour prendre non, mais ça, c'est. Vous savez, on veut à la fois la simplification et quand on crée une collectivité unique, on vous dit ah mais ça va être un machin. Écoutez, il y a des entreprises de 100 000 salariés, il y a un État qui est considérable, et en réalité, ce n'est pas totalement unitaire. Bien sûr qu'il y a un système unitaire, mais en même temps, il y a des points de décentralisation et d'autonomie. Il restera un pôle à Bastia au moins aussi fort que ce qu'il est aujourd'hui, et il y aura un pôle à Ajaccio au moins aussi fort. Mais par exemple, ce sera peut-être plus la peine de créer un centre de la CTC, un bâtiment de la CTC à Bastia. Il y aura peut-être des bâtiments regroupés parce qu'il y a la collectivité unique, c'est à la fois la CTC et le département. La CTC disparaît aussi dans cette affaire. Dernière partie de l'émission, on vous confronte à des mots et des réponses courtes et spontanées. Alors le premier de ces mots, c'est autonomie. L'autonomie des collectivités territoriales, elle est inscrite, c'est une invention des temps modernes, c'est-à-dire que c'est Jules Ferry qui l'a mis dans la loi. Bon. Et il faut poursuivre dans ce domaine. Il faut poursuivre dans les limites et dans les objectifs qu'a fixé l'Assemblée de Corse, de manière extrêmement claire. On ne va pas revenir là-dessus, on a un statut, on va continuer, mais dans une clarté. Moi, si je suis pour l'inscription de la Corse dans la Constitution de la République française, c'est pas pour détacher la Corse. Vous savez, il ne faut pas être contradictoire. On peut être autonomiste, je suis autonomiste, et je l'ai montré. Je l'ai montré quand même de manière très large, mais je n'ai pas de problème d'incompatibilité, bien au contraire, avec la Marseillaise ou le drapeau tricolore. C'est quelque chose de naturel chez moi. Je suis d'autant plus corse que je suis français, et d'autant plus français que je suis corse, disait mon pauvre père. Deuxième mot, bashing. Oh, bashing, je veux dire, ça fait partie de la vie politique. Et on en a un magnifique exemple à l'encontre de votre serviteur. Ça n'est pas en soi un problème, d'autant plus que le serviteur en question, il a de quoi se défendre, et parfois ça revient dans les gencives, comme par exemple quand on m'a accusé d'avoir soutenu telle entreprise dans le cadre d'un appel d'offres de reprise, et qu'en fait c'était d'autres personnes que moi, et ça a été démontré. Ce qui est gênant, c'est que le bashing a occulté la campagne. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient rien à dire, qui n'avaient pas de projet, qui étaient gênés, qui n'en ont toujours pas, qui sont gênés parce qu'au fond, ils ont d'une manière ou d'une autre approuvé ce que l'on a fait dans la nature. Dans ce moment, ils ont voté, mais ils l'ont même dit. N'ayant rien à dire, ils se rattrapent sur le bashing. Donc, on a été volé du débat dans cette territoriale. Si je vous dis système. Vous savez, j'ai entendu Madame Le Pen dire qu'à Paris, en France en général, la gauche, la droite, d'ailleurs tout autant, était marquée par le clanisme et le clientélisme. Là aussi, quand on n'a rien à dire, on dit ça. Et de surcroît, en général, ceux qui disent ça sont ceux qui pratiquent le plus activement. Et de manière extrêmement forte, d'une manière incroyable. Donc, moi, j'ai donné la liste des emplois auxquels on avait pourvu par remplacement essentiel, parce qu'on a créé très peu de postes dans la voiture. Là aussi, on nous dit, vous avez créé 300 postes. Pas tout à fait. Quand X postes de l'État sont transférés, ce n'est pas une création de poste, le financement vient avec. Quand on reprend le centre d'art polyphonique de Sartène, avec l'unanimité de tout le monde, et qu'on les payait avant, les personnels, sous forme d'associations, et que désormais on les paye sous forme d'agents publics territoriaux, ça n'est pas un coût supplémentaire. Donc on n'a pas pratiqué le clientélisme, et même si le maire d'Aléria se plaint, et qu'on lui répondra, parce qu'il n'a vraiment pas à se plaindre de la mandature, que voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas de fondement. Mais quand on n'a rien à dire, on dit que la ligne clientélisme. Taubira. Madame Taubira est ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est une amie, bien entendu, mais il ne faut pas confondre sa fonction. L'idée que Madame Taubira aurait pu étendre je ne sais quel voile protecteur sur ma personne, qui d'ailleurs n'avait nullement besoin d'être protégée, est absurde. Simeone. Gilles Simeone est un homme politique. On l'a vu à l'œuvre, à la mairie de Bastia. No comment, les Bastiais comprennent la différence qu'il y a entre le rêve et la réalité. SNCM.
SNCM, c'est une société qu'on s'est efforcé de sauver. Tout le monde était d'accord pour dire, tout le monde était d'accord pour dire qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, c'est une évidence économique. Aujourd'hui, il y a 580 emplois qui sont supprimés. Les syndicats ont signé le plan social et de retour à l'emploi, l'ont signé. La CGT l'a signé. Tout le monde l'a signé. C'est un plan d'ailleurs exemplaire. Demain, une nouvelle société fonctionnera. Simplement, elle devra répondre à notre appel d'offres, ligne par ligne, sous le contrôle de l'Europe. Et bien, j'espère qu'elle aura sa part, mais rien ne le garantit absolument. Alors très court, Vénaco. Vénaco, c'est le plus beau village du monde. Il est à 600 mètres, il est parfait, il y a tout pour plaire. Il est un peu à l'ombrie, ça il faut bien le reconnaître, mais à part ça, on peut dire qu'une journée passée loin de Vénaco est une journée perdue. Swann. Swann. Oui, ça désigne le cygne, c'est vrai, mais ça désigne également le nom d'un personnage de Proust, qui d'ailleurs est un personnage extraordinaire, puisqu'il naît, il vit avant la naissance du narrateur, et qu'il meurt à peu près vers le milieu de l'œuvre, du côté de Guermantes. C'est le personnage peut-être le plus central. J'avais dit dans une conférence au Collège de France, c'était le nœud fractal de l'intrigue. Tout partait de Swann. Vous, président. Oh, ça, c'est très... Vous savez, moi président, je suis moi-même. Je veux dire, on n'a pas besoin de l'attribut d'être président de quelque chose pour être quelqu'un. Dans ma vie, je crois avoir une personnalité très, très différente, beaucoup plus riche que ça, qui ne se réduit pas à être président. Paul Jacob, merci d'avoir participé à cet entretien du Café Napoléon. Et à dimanche soir. À dimanche soir. Merci.